Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec Guillaume Nodin du service politique de RFI. Bonjour Guillaume, et Bonjour. nous recevons ensemble Jeannette Bougrab. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, juriste de formation. Vous êtes passée par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Vous êtes fille de harki. Votre père était ouvrier métallo. Vous êtes donc une figure de la méritocratie républicaine. On dit de vous que vous avez un caractère bien trempé, notamment après un passage un peu agité à la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Mais seriez-vous là aujourd'hui sans une volonté farouche d'en découdre? Bref, aujourd'hui, dans une des conventions dont l'UMP a le secret, eh bien, il y avait une convention aujourd'hui sur le thème de la nationalité. Et visiblement, on vous a senti très très agacé. C'était le coup de gueule de Jeannette Bougrab, attitré l'AFP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, j'étais invitée, et d'ailleurs je l'ai remercié, Lionel Lucas, député des Alpes-Maritimes. J'ai été invitée à cette convention et moi je pense que quand on a des idées, des convictions, on ne doit jamais les abandonner, et la politique de la chaise vide est sans doute la pire des politiques. Et donc je pense que quand on a envie de se battre pour ses convictions, eh bien il faut aller contrer ceux qui éventuellement ont des idées qui sont peut-être un peu éloignées des vôtres. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis partie d'une famille qui est celle de l'UMP. Il y a différentes sensibilités et j'appartiendrai pas à l'UMP si je ne pouvais pas dire ce que je pensais. Voilà. Et je suis allée. Qu'est-ce qui vous a choqué? Ce qui m'a choqué, c'est l'idée que quelque part le repli sur soi, eh bien c'est une sorte de solution. Que éventuellement, quand on est issu de l'immigration, on doit toujours justifier de son amour pour la patrie, qu'on doit toujours justifier le fait qu'on est digne de pouvoir être français. Voilà. Et reconnaissant? On demande une certaine forme de reconnaissance? Oui, mais ce que je trouve... Qu'on ne demande pas aux autres. Qu'on ne demande pas aux autres et qu'on devrait peut-être demander aux autres. La seule chose, c'est que moi, ce que je n'accepte pas, c'est le deux poids, deux mesures. Voilà. Ce que je veux, et comme vous l'avez rappelé, mon père avait fait le choix de la France en Algérie. Quand l'Algérie était française, il en a payé le prix le plus cher. Et on sait très bien quelle a été l'histoire des harkis. Mon père a dû, en fait, c'est quelque chose de difficile. Hein. L'Algérie coloniale n'était pas une situation facile, notamment pour de nombreux Algériens. Mon père n'a pas été à l'école de la République. On parle des hussards de la Troisième République, et des instituteurs qui permettaient à des enfants de paysans de pouvoir accéder au certificat d'études et devenir peut-être instituteur, de faire l'école normale. Moi, mon père n'avait pas accès à ça. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un homme qui a 80 ans, qui est porte-drapeau, qui fait partie d'une association de sous-officiers de réserve. Et vous êtes en train de dire qu'il n'a pas besoin de savoir écrire? J'ai pas dit ça. Il aurait parce adoré. que oui, non, mais parce qu'il se sent français. C'est ça. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire aussi? L'amour de la France ne se limite pas éventuellement à la maîtrise du subjonctif de l'imparfait. Voilà. Ce que je trouve un peu triste, et je vous dis, et en l'occurrence, c'était des personnes qui étaient invitées à la convention, à l'atelier UMP. Moi, ce que je sais, c'est que mon père m'a appris l'amour de la France, mon père m'a appris l'idéal républicain, mon père m'a appris en me disant quelle est l'école, c'était une opportunité, une chance, parce que eux n'y sont pas allés, mes parents n'y sont pas allés, et que je ne veux pas qu'on stigmatise les gens qui sont nés ou qui ont des origines différentes. Vous avez eu à subir des paroles racistes lors d'un déplacement à Besançon. C'était au mois de mai dernier. Vous aviez quitté un rassemblement de militants UMP. Est-ce que vous trouvez clairement qu'il y a une dérive droitière au sein de l'UMP? Non, je ne le crois pas, parce que je crois que ces propos, ou ce que j'ai pu entendre, d'abord... J'en ai entendu d'autres. Hélas, j'aurais préféré vous répondre autre chose, que c'est la première fois que... et c'est que je crois, dans une période de tension, je crois qu'il y a toujours il y a un fond, voilà, il y a un fond qui est là et qui n'est pas propre à tel ou tel courant, qu'il est propre d'une certaine manière et qu'on le retrouve dans la société
française et que c'est par l'éducation, c'est par l'instruction, c'est par la culture. Moi, je crois fondamentalement qu'apprendre sur l'autre, ça permet de s'ouvrir, de s'élever. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouve que c'est une chance et un privilège de pouvoir apprendre sur la civilisation chinoise, de savoir ce qu'est la culture arabe, de savoir ce que c'est les arts premiers, que d'avoir, par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, je trouve ça exceptionnel. Alors, la Convention UMP s'est prononcée pour un retour à la loi Pasqua de 93 qui conditionne l'acquisition de la nationalité française à sa demande à l'âge de 18 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Il appartiendra, n'étant pas parlementaire, il appartiendra à la représentation nationale de se prononcer, mais pour ma part, je n'y suis pas favorable. Voilà. Peut-être une dernière question sur le sujet des harkis. Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez sûrement, en 2007, avait promis à son QG de campagne qu'il reconnaîtrait officiellement la responsabilité de la France dans l'abandon des harkis. Cela n'a jamais été fait. Est-ce que vous le regrettez ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas envie de m'arrêter sur ça. Par contre, il y a des gens qui ont oublié ce qui s'est passé quelques semaines. J'ai été invitée officiellement par l'Algérie. Moi, la fille de harki, j'ai été invitée officiellement par mon homologue, Djihar, qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est un homme remarquable. D'ailleurs, il a eu à gérer le match de foot Égypte-Algérie lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde de foot. Et tout le monde se souvient de ces images extrêmement violentes de l'équipe algérienne qui avait été agressée et certains joueurs avec du... oui, c'était assez... Et il a eu une phrase qui est une très belle phrase, qui est passée sans doute inaperçue dans les médias français, mais c'était la page de l'histoire doit être tournée, la page de l'histoire ne doit pas être déchirée, mais doit être tournée. Et je trouve que c'était un geste très fort de la part de l'Algérie. Et j'en profite parce que je suis sur France 24 pour renouveler... Et RFI, pardonnez-moi, pour renouveler en tout cas, et je l'ai dit quand j'étais en Algérie, l'admiration que j'ai pour les journalistes algériens et algériennes qui pendant ces années sombres, pendant les années de terrorisme, eh bien, c'est au prix de leur vie qu'ils ont mené leur métier. Et moi, j'ai été très frappée parce que, vous voyez, on parlait de la question du repli sur soi. En Algérie, il y a 67 quotidiens francophones. C'est-à-dire qu'il ne viendrait pas à l'idée que ce soit de l'Algérie ou du Laos, dont je reviens du Laos, de se dire qu'on ne va plus apprendre le français. Voilà. Alors, on va peut-être passer au plan de rigueur, Guillaume. Oui, parce que c'est l'actualité cette semaine du gouvernement, avec les mesures de rigueur annoncées par le Premier ministre François Fillon. Est-ce que il va être difficile pour tout le monde, l'augmentation de la TVA, mais est-ce qu'elle ne va pas plus peser sur la jeunesse, puisque vous êtes secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la jeunesse qui a peut-être des difficultés de précarité, de moyens ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la question, depuis 1974, il n'y a pas eu une loi de finances, un budget qui n'a été voté en équilibre. Ce qui pèse et ce qui pénalise et ce qui est scandaleux, c'est qu'effectivement, ce qu'on laisse à la jeunesse, ce sont des dettes. Voilà. Et que les avantages qu'ont pu avoir les générations précédentes, la jeunesse, ces générations vont en être privées. Et c'est parce que nous ne devons pas, en tout cas, léguer des dettes à cette jeunesse que la lutte contre les déficits et la recherche, et ça, ce n'est non négociable, de l'équilibre budgétaire pour 2016 est une nécessité. Moi, j'ai de la chance, et je ne devrais peut-être pas trop le crier, mais j'ai un budget en augmentation. Le budget jeunesse et vie associative est en augmentation de 7%. J'ai un crédit supplémentaire, puisqu'on a fêté il y a quelques semaines la loi sur le service civique. Eh bien, c'est environ presque 40 millions d'euros supplémentaires pour le service civique cette année, pour 2012. Peut-être une question sur le Secours catholique qui vient de publier un rapport sur l'évolution de la pauvreté en France. Cette année, le rapport pointe la précarité des jeunes de 18 à 25 ans. Ce sont eux qui subissent de plein fouet la crise. Ils sont diplômés et plus qualifiés que les générations précédentes, mais paradoxalement plus précaires. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, c'est d'abord la question de l'emploi. Comme vous le savez, les taux de chômage des jeunes le taux de chômage est élevé, il y a un peu plus de 22%, et dans certains quartiers, dans certains territoires, il peut atteindre 40 à 50%. Il y a une étude de la DARES qui a été publiée en mai dernier, qui montrait qu'il y avait 1,7 million de jeunes qui étaient privés d'emploi et de formation.
Moi, ce que j'aimerais, et tout le travail de mon ministère, c'est de m'occuper de ces jeunes exclus de la formation et de l'emploi. C'est pas, on a beaucoup fait pour les étudiants, et notamment mon collègue Laurent Wauquiez, à qui j'aimerais vraiment rendre hommage, a par exemple annoncé le 10e mois de bourse. Quand vous êtes diplômé et quand vous êtes jeune, c'est la meilleure garantie de ne pas être au chômage. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur les 60% d'une classe d'âge qui n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Parce que ces chiffres-là, on les oublie. Souvent, on parle des étudiants, mais on oublie de dire que 60% des 700 000 jeunes d'une classe d'âge, en gros, ont un niveau CAP, BEP ou Bac Pro. Et cela, pour eux, ça va être difficile parce que quand ils rentrent dans l'emploi beaucoup plus tardivement, ils rentrent avec des CDD ou bien avec de l'intérim. Et c'est grave parce que, ça les empêche d'avoir un appartement parce qu'ils n'obtiennent pas de caution. Aucun bailleur ne veut leur louer un appartement parce qu'ils n'ont pas le fameux CDI. C'est la raison pour laquelle nous, on milite pour mettre fin au CDD, qui est une source de précarité. Ils n'ont pas accès à des prêts juste pour se payer le permis de conduire, parce que le coût d'un permis de conduire, c'est entre 1 500 et 3 000 euros. Donc, on essaye de mettre en place des dispositifs. Par exemple, on monte un fonds de micro-investissement pour financer l'activité de ces jeunes, et notamment des jeunes des quartiers. Parce que la paupérisation, en tout cas de ces jeunes, se situe notamment en zone urbaine sensible. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Parce que là, je vois des photos des images d'indignés. Les indignés, ce sont souvent des gens très diplômés. Ce sont des gens qui ont des bacs +5. Et eux s'en sortiront. C'est statistique, c'est les études du CEREC, c'est les études de la DARES. Mais on oublie de parler de ceux qu'on n'entend pas, c'est les jeunes actifs. Et juste un chiffre, lors des élections présidentielles de 2002, en fait... environ 22% des jeunes qui ont voté pour le Front National étaient jeunes actifs sans emploi ou non formés. Seulement 3% des étudiants ont voté pour le Front National. Et le voter pour le Front National, ce n'était pas parce qu'ils adhéraient à une philosophie qui est celle du Front National. C'est qu'ils ont le sentiment que les politiques publics ou les plus politiques classiques ne s'occupent pas d'eux. Donc vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui on ne fait pas assez pour eux. Alors le MP, non, parce que c'est ce gouvernement. Est-ce qu'il faut étendre le RSA, le revenu de solidarité active, donc à tous les jeunes en situation de travail dès 18 ans, par exemple? Le RSA jeune concerne ces 130 € en fait qui est donné en plus à des jeunes en activité pour les accompagner. C'est l'objet du RSA, c'est ce gouvernement qui l'a mis en place. On a mis en place, et ça on a du mal à mobiliser les médias parce que ça les intéresse généralement pas, ce qu'on appelle des cellules entreprises jeunes et quartiers. Moi j'étais à Sevran il y a encore 10 jours, j'étais à Gennevilliers, j'étais à Marseille dans les quartiers de Saint-Joseph et Saint-Mauron, et on met en place des dispositifs parce qu'on oublie une chose, dans un département qui est le département le plus jeune de la Seine-Saint-Denis, où il y a 37 000 jeunes inscrits dans des missions locales. Nous, on fait des choses sur le terrain, au niveau micro-local. Parce que, comme je l'ai dit, souvent, les poches d'exclusion sont concentrées sur certains territoires. François Hollande, le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle 2012, a annoncé qu'il allait mettre comme priorité dans son programme et dans son projet la jeunesse. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, qui vous intéresse, ou est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce qu'il est crédible quand il dit ça, François Hollande? Écoutez, comme on a commencé avec les questions de diversité, je vais vous dire que la grande difficulté, c'est que la gauche s'est sentie toujours en fait propriétaire, par exemple, des voix des jeunes issus de l'immigration, se sent propriétaire en tout cas de la jeunesse. La seule chose, c'est que personne n'a ce monopole, et qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a eu... Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne faut pas que les jeunes précaires soient tentés par un vote Front National. Ça veut dire que peut-être que parce qu'on doit la droite doit se saisir plus sérieusement du sujet. C'est ce que l'on fait. Je vous dis, quand on met des cellules entreprises jeunes et quartiers en 10 places, mais je peux vous assurer que quand on va sur le terrain, moi j'étais à Sevran, y compris le soir, ou à la station RER Bodoc, et que je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui voulait nous suivre parce qu'on oublie que, par exemple, en ce moment à Sevran, dans certains quartiers, vous avez une compagnie de CRS qui est toujours présente, qui a le trafic de stupes, qui a des problèmes de sécurité. Et moi, même le 31 décembre, alors même quand on parle des quartiers, on parle du 31 décembre, c'est le moment où, soi-disant, on brûle des voitures. J'étais à Stein, je peux vous assurer qu'on était sur le terrain, qu'il y a des associations qui travaillent, il y a des entreprises qui sont sur le terrain. La seule chose, c'est qu'on ne veut jamais regarder les choses de manière positive. Et on met juste... parce que François Hollande
met ça en première priorité de toutes les actions qu'il veut faire. Nicolas Sarkozy a souvent revendiqué le fait de tout vouloir faire en même temps. Est-ce que ça ne peut pas être une bonne méthode de définir une priorité et de s'y tenir? En tout cas, je crois que ce qui est essentiel, c'est pas de... je vous dis, c'est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Et quand on parle, et vous voyez bien qu'entre un élève de Normal Sup payé, dont les études sont payées en gros un peu plus de 1 200 €, et une étudiante en LEA à Saint-Denis, il y a déjà un écart immense. Que vous prenez en fait un jeune qui est de Saint-Joseph à Marseille et qui est un décrocheur, qui est sorti sans aucun diplôme. Moi, je ne sais pas comment, dans un discours unique, on est capable de répondre à ces problématiques extrêmement différentes. C'est démagogique et c'est un peu regrettable. Alors peut-être pour le temps qui nous reste, de parler un peu de politique, on va dire politicienne. On a vu ces derniers temps, là, dans quelques jours, que la crise de l'endettement, la crise de l'euro avait dans le fond eu la peau de Papandréou, la peau de Silvio Berlusconi. Merci Guillaume, j'en oubliais presque son nom. Et Nicolas Sarkozy, on s'est dit, il prend peut-être le même chemin. Cela dit, on voit quand même une cote de popularité qui remonte doucement. Il a quand même pris 5 points dans un sondage. Est-ce que vous pensez qu'il peut jouer sur la crise? Est-ce qu'il peut remonter à cheval sur le dos de cette crise, on va dire? Je trouve que au contraire, la question est la manière dont est formulée la question, je la trouve assez négative. On ne se réjouit écoutez, pas... il n'est pas en très bonne position. Il faut dire ce qu'il est aussi. Il faut être lucide. Non, moi, je le connais depuis quelques années et... c'est quelqu'un qui m'a toujours... en tout cas, moi, je voulais lui rendre hommage parce que... attendez, moi, je vais vous dire, parce que vous avez rappelé... Vous avez rappelé l'épisode mouvementé de la Halde, mais notamment, il y avait la question de Babylou, voilà, et de cette crèche à Chanteloup-les-Vignes, où j'avais... Il faut peut-être expliquer sur une question de laïcité, de port du voile. Qui portait le voile et il y a eu un procès, et donc la crèche a gagné. La crèche a gagné, donc j'avais été témoignée à Mantes-la-Jolie en faveur, parce que c'est bien beau de parler de principe. Moi, j'étais très heureuse de discuter ce matin à l'Assemblée nationale, salle Colbert, de plein de sujets, d'intégration, etc. Mais il faut aller sur le terrain. Et quand vous êtes à Chanteloup-les-Vignes et que vous avez une crèche qui fonctionne 24 heures sur 24, qui permet à des femmes qui ont souvent des horaires décalés de pouvoir confier leurs enfants, eh bien moi, j'étais allée à Mantes-la-Jolie, j'étais au Conseil des prud'hommes et j'ai témoigné en faveur de la crèche. Voilà. Ouais. Et j'avais dit au président, ça va tanguer, il m'a dit... mais je te soutiens. Et donc, quand vous êtes seul, parce qu'on était avec Elisabeth Badinter, vraiment les deux seuls à défendre Babylou avec Richard Malka. Donc c'est un renvoi d'ascenseur, c'est ce que vous êtes Absolument en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on juge les gens dans les situations difficiles et de crise. C'est très facile d'avoir plein d'amis quand tout va bien. Mais en situation difficile comme celle-ci, il y a un homme qui... Oui, mais là, vous nous parlez d'amitié, vous ne nous parlez pas de politique. Oui, mais alors moi, je peux vous dire, quand il s'agit de défendre des principes fondamentaux comme le principe de laïcité, c'est pas de l'amitié. De croire en des principes suffisamment importants pour être impopulaire, et ça, c'est pas... Non, mais la question, c'était surtout, est-ce que vous pensez que la crise peut le porter ou au contraire, elle peut l'achever? C'était plutôt ça la question. Pareil, je crois qu'il montre en tout cas des qualités que peu de chefs d'État... La preuve en est, c'est qu'y compris Barack Obama a salué, le président américain a salué les qualités, en tout cas de leader au niveau européen pour lutter contre la crise. Il l'a montré au moment de la crise bancaire il y a déjà 3 ans. Il le montre là. Et ils sont avec Angela Merkel, en tout cas les fers de lance de l'Europe, qu'on dit parfois moribonde. Merci, merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. Donc Jeannette Bougrabe d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Guillaume Nodin, que nous retrouvons sur les ondes de RFI. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à bientôt.